Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après le grand oral, la première menace de censure pour François Bayrou. Hier, pendant 1h30, le Premier ministre a égrené les priorités de son gouvernement, ramener le déficit à 5,4% du PIB cette année, contenir et réduire la dette avec plus de 30 millions d'euros de baisse des dépenses et remettre en chantier la réforme des retraites, sujet qu'il avait âprement négocié avec la gauche ces derniers jours. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Alors Alexandre, censure ou pas censure, les socialistes laissent planer le doute. Oui, parce que si Olivier Faure se satisfait de la remise en chantier de la réforme des retraites, le patron du PS estime que cela ne va pas assez loin. Ce qu'il réclame, c'est que quelle que soit l'issue du conclave entre partenaires sociaux, annoncé par François Bayrou et censé durer 3 mois, le sujet soit à nouveau débattu au Parlement. Dans le cas contraire, le PS se joindra au reste de la gauche pour censurer le gouvernement. Nous censurerons, sauf si nous avons une réponse claire. Et si nous avons la possibilité de dire que le débat est un débat sincère, un débat qui permettra tout simplement à la démocratie de fonctionner. Démocratie sociale dans un premier temps, démocratie parlementaire dans un deuxième temps. Et rappelons qu'une censure de la gauche ne fait pas automatiquement tomber François Bayrou, mais cela le place sous la menace directe du Rassemblement national. Alors le RN qui, rappelons-le, a fait tomber Michel Barnier il y a un mois, va-t-il rejouer le même scénario ? Pour l'instant non, ce qui ne veut pas dire que le RN a été convaincu par François Bayrou. Loin de là, écoutez Sébastien Chenu, le vice-président du parti. Nous ne votons une censure que sur des actes concrets et pas sur des paroles. Nous pouvons nous réserver pour voter la censure sur des actes budgétaires. Là, nous avons des paroles peu rassurantes, il faut bien le dire, avec un Premier ministre peu entraînant, il faut bien le dire aussi, très éloigné de l'ambition qu'on devrait avoir pour notre pays. Alors, ce qui pourrait en revanche condamner François Bayrou, ce sont par exemple les propos de François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui dit respecter tous les partis politiques, sauf le RN. Le respect dû aux 11 millions de Français électeurs du Rassemblement national est l'une de nos principales exigences, lui a répondu hier soir Jordan Bardella. Merci beaucoup Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La réforme des retraites de nouveau sur le métier. Première réunion des partenaires sociaux, ce sera ce vendredi. François Bayrou a donné un droit de veto au MEDEF et a estimé hier soir à la télévision le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Le chef du gouvernement a en effet mis les syndicats et le patronat au défi de s'accorder sur un système de retraite alternatif qui ne chamboulerait pas l'équilibre budgétaire, Barthélémy Philippe. Oui, François Bayrou n'a pas de tabou sur les 64 ans, mais il a quand même rappelé les données de l'équation. Les retraites coûtent 380 milliards d'euros par an. Or, le total des cotisations des salariés et employeurs atteint 325 milliards d'euros. L'État doit donc payer la différence, ce qui creuse la dette. François Bayrou va demander une enquête flash à la Cour des comptes pour mesurer l'ampleur du déficit. Il donne ensuite 3 mois aux partenaires sociaux pour négocier une nouvelle réforme. Pour l'économiste Éric Dor, le Premier ministre a choisi le point d'équilibre entre la droite et le PS qui peuvent lui éviter la censure. Il n'avait pas d'autre solution que accepter le principe que si jamais les partenaires sociaux arrivent à une autre version, alors ça remplacera la réforme. Cette voie médiane évite aussi au Premier ministre une sanction des marchés. Les marchés sont restés totalement sereins. Manifestement, les marchés n'ont été ni apeurés, ni particulièrement rassurés. Reste à savoir si les partenaires sociaux sauront discuter entre un patronat qui pousse pour la capitalisation et des syndicats qui réclament la retraite à 62 voire 60 ans. Cela paraît peu probable. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. C'est un chiffre vertigineux. Plus d'1 million de personnes ont testé la cocaïne au moins une fois en France l'année dernière. En 2023, pardon. En 2023, oui, c'est ce que révèle ce matin une étude de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Chiffre qui souligne l'ampleur du trafic. 47 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2024, soit le double de l'année précédente. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, craint la submersion car ces saisies records, William Molinier, sont surtout le signe d'une activité très forte des narcotrafiquants. Oui, ils ont parfaitement intégré dans leur modèle économique les pertes liées au contrôle de police qu'ils considèrent comme une sorte de taxe imposée, le prix à payer pour écouler davantage de marchandises. Au Havre, les narcotrafiquants utilisent même des leurres en disposant quelques kilos de cocaïne dans un conteneur délibérément suspect, ce qui a comme conséquence de fixer les douaniers sur cette saisie, quand au même moment, plusieurs centaines de kilos sont minutieusement cachés dans une autre cargaison dont l'origine est moins douteuse. Autre illustration de cette adaptation des trafiquants en Guyane.
Guyane par exemple. Ils ont compris que les policiers contrôlaient systématiquement les passagers avant d'embarquer. Résultat, ils contournent l'aéroport par le fret maritime avec des quantités plus importantes. Les interceptions sont donc plus conséquentes en volume, d'où les saisies records l'année dernière. Mais c'est un arbre qui cache la forêt car l'action répressive n'a pas fait augmenter le prix du gramme de cocaïne. Au contraire, il n'a jamais été aussi bas. Il se vend 60 € aujourd'hui au détail contre 200 € dans les années 90. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les trafics de drogue que Gérald Darmanin, lorsqu'il était à l'intérieur, avait tenté de démanteler avec ses opérations Place Net XXL. Oui, mais chasser les dealers a surtout eu pour effet de les pousser à s'implanter ailleurs, dans des secteurs jusqu'ici préservés. Au nord de Marseille, par exemple, les riverains constatent désormais, impuissants, la dégradation de leur quartier, comme en témoigne cette habitante. Depuis quelques mois, malheureusement, il y a du trafic de drogue qui s'est installé avec des points de deal un peu partout. Je pense que c'est concomitant avec l'opération Place Net à la Castellane. Vous savez, ils ne sont pas fadas. Ils s'en vont d'un endroit, ils vont ailleurs, ils déplacent les points de deal. Ils ont recruté des jeunes. Et même des très jeunes. Des jeunes du quartier ? Et oui, malheureusement, des jeunes du quartier qui mettent les caddies en barricade. Donc ils bloquent les rues. Absolument. C'est vraiment une catastrophe. Je vous avoue que les gens, ils sortent plus le soir. Ils sont enfermés chez eux. Ils ont peur, quoi. Il y en a même qui veulent partir. Alors non, c'est pas la solution. Il faut se battre. Un témoignage d'une habitante du quartier Saint-André dans le nord de Marseille recueilli par Nina Pavan. La préfecture de police en lien avec le comité de quartier assure pour sa part renforcer les patrouilles. L'actualité au Proche-Orient et l'espoir d'un accord entre Israël et le Hamas pour la libération des otages. Oui, le Qatar, principal médiateur, assure ce matin que l'accord en est au stade final. Le gouvernement israélien cherche à obtenir la libération de 33 otages dans un premier temps et se dit prêt à relâcher des centaines de prisonniers palestiniens. Le football, c'est la spécialité de la Coupe de France, ce genre d'affiche. Le Paris Saint-Germain affronte le petit club d'Espaly. Coup d'envoi 21h devant 15 000 spectateurs du stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand. Ce match, c'est David contre Goliath, un petit club de National 3 contre le leader de la Ligue 1. Mais en Haute-Loire, les 3500 habitants d'Espaly croient à l'exploit. Le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, est allé à leur rencontre. Partout en ville s'affichent les couleurs rouges et noires du FC Espaly, comme ici au bar du Rocher où Cyril le patron et Julien, un supporter, espèrent un exploit. Moi j'y crois, à fond. Un bon petit match nul et on va gagner au pénalty. On croit beaucoup en notre équipe d'Espaly, ils sont super et puis ils nous ont emmenés vachement loin. Pourquoi pas plus, hein ? Ça fait rêver. Et vous rêvez à quoi justement ? De gagner. Quand on a envie et la niaque, et ils ont l'envie et la niaque, tout est possible. Sur le papier, la différence est pourtant énorme entre le PSG, leader de la Ligue 1, et les amateurs d'Espaly, 5e division. Mais l'entraîneur Lionel Vaillant, prof de gym dans le civil, pense qu'il y a un coup à jouer. Même si le pourcentage il est très faible, il existe. À partir du moment où il existe, on va tout faire pour l'exploiter au maximum. On n'a jamais joué devant 15 000 personnes, mais c'est un stade qui est très proche des joueurs. Ça nous correspond aussi, puisque nous on a un club qui est familial où les spectateurs, quand ils viennent nous voir jouer, ils sont très proches de la main courante. Donc je pense que ça va être un avantage pour nous. Un stade qui est d'habitude celui du club de rugby de Clermont. Il a donc fallu qu'Espaly apporte ses propres cages de foot. Le président Christian Perbey voit un signe. Ça peut nous porter bonheur, ça nous mettra en confiance et puis c'est emporter un peu de notre stade, un peu de notre âme pour que tout soit avec nous mercredi 21h. Un stade qui sera acquis à la cause d'Espaly puisque 10 cars feront le déplacement jusqu'à Clermont. Espaly Saint-Marcel, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Beaucoup d'émotions à Espaly, ils sont prêts, ils sont chauds. Beaucoup d'émotions comme au Vendée Globe d'ailleurs au Sables d'Olonne, arrivée imminente au ponton des Sables d'Olonne ce matin de Johan Richomme, le dauphin de Charlie Dalin. Il dit ce matin son énorme fierté d'être arrivé deuxième. Sébastien Simon sur la 3e marche du podium est encore à 430 000 nautiques de l'arrivée. Voilà, Johan Richomme qui met 8 jours quand même au précédent record, mais voilà, le problème c'est que Charlie Dalin est arrivé avant lui. Ça, c'est le drame de l'histoire. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est Laurent Wauquiez, le député patron du groupe LR à l'Assemblée, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk.